Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui ont répondu à l'appel pour ce live. Bienvenue, bienvenue Abby, bienvenue Laure, bienvenue Bianca. Bonsoir, je vous embrasse. Merci. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Cass45. Bonsoir Chantal. Bonsoir Marie. Je vous envoie plein de bisous, plein de cœurs d'amour et je vous souhaite la bienvenue au sein de ce live. Bonsoir Magali. Je vous envoie plein de bisous, plein de cœurs d'amour et je vous souhaite la bienvenue au sein de ce live. Bonsoir Magali. On sait très bien qui c'est. Bonsoir Doudou. Merci de me suivre, merci d'écouter cette histoire que tu connais Magali, que tu connais très bien et que tu as vécue. Bonsoir Pépette. Bonsoir Lynn, bienvenue à tous ceux qui rejoignent ces lives et qui ne connaissent pas l'histoire. Bienvenue à tous ceux qui encore ont décidé de vivre l'aventure avec moi et d'être présents à chaque live, à chaque épisode. Ont décidé de vivre l'aventure avec moi et d'être présents à chaque live, à chaque épisode. Merci à vous d'être là, merci d'écouter. Merci de partager, merci d'être sensible à mon histoire et à l'histoire de ma maman. Merci d'accompagner ce mouvement avec beaucoup d'amour et de foi. Merci de toutes les prières que vous faites. Merci de toutes les bénédictions que vous nous envoyez. Merci infiniment à vous, vraiment. Woman 13, bonsoir. Magali, encore des bisous. Bonsoir Sandra Hayes. Je répondrai à tes questions tout à l'heure. J'ai bien reçu beaucoup de questions et les plus récurrentes auront des réponses au cours de ce live. Elle va bien, ma maman. Merci, Pépette Vido. Elle va bien. La maladie avance, mais elle se porte bien. Et c'est surtout que, comme elle n'a pas vraiment... elle n'a pas conscience vraiment de ce qui se passe. Hein. Elle, sa maladie, elle la vit, mais elle n'en est pas consciente. Alors, elle ne vit que les bons moments, en fait. Le mal dans cette maladie, c'est pour les proches, surtout, qui se rendent compte de ce qui se passe. Donc, moi, parce que je suis autour d'elle, et elle n'a que moi pour le moment qui m'en occupe comme ça. Et du coup, c'est ce qui est plus perturbant pour moi, mais elle se rend pas vraiment compte. La seule chose que je fais, c'est que je lui donne beaucoup d'amour et beaucoup de présence. Et j'essaye de faire que chaque moment qu'on passe ensemble, que soit vraiment toujours comme une grâce, et dans la prière, puisque je lui rappelle tout le temps de penser au Christ et de penser à tous les saints qui l'enveloppent et qui la protègent. Donc, c'est vraiment, pour elle, on va dire que c'est plus facile, elle ne se rend pas compte. Mais c'est aussi un piège, puisque il faut faire attention à ce que les gens font autour d'elle, même les soignants, les gens qui doivent la soigner, même quand elle va pour une radio ou une IRM ou peu importe. Eh ben, je porte beaucoup d'attention aux gestes des gens et à leur façon de l'accueillir, à leur façon de faire avec elle. Donc, elle est une personne sensible et fragile. Mais elle va bien, elle se porte bien en somme, elle profite de la vie, elle profite de chaque moment où je peux lui apporter à manger, je peux lui apporter à boire et où je peux lui donner du plaisir. Plaisir des parfums, le plaisir des crèmes, elle adore tout ça. Donc elle prend énormément de plaisir à se laisser pouponner, chouchouter. Et pour moi, c'est l'essentiel et je voue ma vie à ça. Et jusqu'à la fin de sa vie à elle, je ne veux lui offrir que ça. Du bien, du bonheur, de la douceur, de l'amour. Je veux qu'elle ait tout ce qu'il faut pour se sentir le mieux du monde et surtout qu'elle puisse se sentir confortable. Ça, c'est le plus grand de mon job au jour le jour. Et si je manque à cette tâche, alors même moi, je ne me sentirai pas bien. Puisque mon œuvre aujourd'hui, et c'est vraiment une mission que je me suis donnée et qui me tient à cœur, c'est de faire qu'elle ait tout ce qu'il faut et qu'elle aille bien. Voilà. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir encore, bonsoir Miss CPO, mais bonsoir Maëlle, bonsoir Isaac, bienvenue à ce live qui va encore être dans une dynamique ce soir où je réponds à des questions, d'accord, des questions qui ont été posées. Bonsoir Pat, à des questions qui ont été posées par certains d'entre vous, autant dans les commentaires sur des vidéos qu'en message privé. Donc, je me permets, moi, ce soir, de vous dire que oui, je vais répondre à certaines questions. Vous aurez le droit encore de m'en envoyer d'autres, d'approfondir les choses. On est là pour ça.
On est là pour justement partager les vérités, mais surtout les vivre ensemble. Les vivre ensemble dans la foi. Les vivre dans cette résilience qui m'a été donnée de vibrer, et ne pas les vibrer dans ni les peines, ni ce qui pourrait être d'incriminer qui que ce soit ou autre. Je le répète, mon but à moi de ces lives, il n'est pas d'aller accuser, ni d'être dans le jugement par rapport à ce que j'ai vécu ou ce que ma mère a vécu. Il est de pouvoir partager avec vous une histoire de vie dans ces vérités pour sensibiliser le monde, pour montrer au monde. Bonsoir Karine. Oh, bonsoir, bonsoir. Je veux partager avec vous tout ça pour vous donner au monde d'être sensible à ce qui peut se passer dans une vie, tout en sachant que ceci est récurrent partout, ça existe. C'est pas du tout mon fait à moi. Il n'est pas un cas isolé. Je ne suis pas un cas isolé. Je suis un cas isolé dans ce que je dis parce que je viens le crier au monde et que je le crie au monde depuis des années, mais dans mes livres. Maintenant, je le crie ouvertement. Bonsoir, Monsieur Po. Je le crie au monde maintenant. J'ose dire que il faut que ça s'arrête. Il faut que les enfants ne soient plus battus. Il faut que les femmes ne soient plus battues. Il faut que les dénis de grossesse soient reconnus dans la douceur et la tendresse. Il faut qu'on accompagne ces personnes-là. Oui, Sandra Hayes, je vais répondre à ces questions-là. Donc ne vous inquiétez pas. J'en reviens d'abord sur les faits. Donc, issu d'un déni de grossesse, les maltraitances infantiles que j'ai vécues, le parcours de vie de ma maman puisqu'elle m'a eu à 14 ans, il est important que d'autres personnes entendent aussi ce qu'elles ne connaissent pas et ce qu'elles n'ont pas entendu si elles découvrent tout simplement les lives maintenant. Donc pour faire simple, Clé Aventure est issue d'un déni de grossesse. Sa maman n'avait que 14 ans. Donc on ne peut pas incriminer une enfant à cet âge-là et la traiter comme une moins que rien et faire comme si c'était une grosse erreur, que c'était une gamine sale, etc. Ça, c'est ce que elle a vécu, d'accord ? Dans mon histoire de vie à moi, le malheur que j'ai eu, bien sûr, c'est d'avoir vécu la fin, la suite. C'est pas ma naissance qui est un drame. Être issu d'un déni de grossesse, c'est pas un drame. Avoir été sauvée par mon grand-père in extremis dans les toilettes, avant même que ma maman puisse faire quel que soit le geste, ça, c'est du miracle. C'est pas un drame. Et je le bénis, paix à son âme, je bénirai toute ma vie mon grand-père pour ça parce que je l'ai aimé fort jusqu'à son dernier souffle. C'est un homme que je voyais comme un président. Moi, le président de la République n'est pas un président. Mon grand-père était un président. Il était une personne qui avait la foi, qui était droit, qui était carré dans ce qu'il disait, dans ce qu'il m'apprenait, dans sa façon de voir la vie et le monde. Il m'a appris beaucoup de choses que je garde encore aujourd'hui et que j'ai transmis à mes enfants. Donc tout ça pour vous dire que je suis issue d'un déni de grossesse, l'infanticide raté a donné la puissance et la force de cette résilience, avec la foi bien sûr. Donc de mes 8 ans à mes 13 ans, 12 ans, je n'ai jamais cessé de prier et j'ai toujours demandé à Marie d'être ma mère puisque je n'avais pas de mère. Puisque Dieu faisait que j'ai pas de mère, j'ai dit moi je veux que tu sois ma maman et j'ai vraiment été très violente dans cette demande puisque c'est comme je l'ai imposé à Marie. Donc le père de ma maman m'a sauvé la vie, il m'a permis d'avoir une vie entre guillemets, où il pensait que ce serait confortable, puisqu'il n'a pas accepté que je sois ni en foyer et que ni je sois comme vouée à être adoptée par une famille tierce, donc que je n'aille pas à la DAS. Il le disait d'ailleurs, un enfant de ma famille n'ira pas à la DAS. Donc cet homme m'a pris sous son toit, avec ses enfants qu'il avait déjà, et avec son épouse. Il a quitté ma grand-mère à un moment de ma vie, où j'étais encore petite, même s'il a été jugé pour ça, pointé du doigt, ils ont quand même eu des papiers de séparation, il y a eu des choses qui ont été faites. Moi, j'en ai été témoin à un certain âge, je les avais dans mes mains, les papiers, je les ai lus, je les ai vus. Donc mon grand-père a quand même essayé de divorcer, le divorce n'a pas abouti, il a quand même fait en sorte d'être au moins séparé de corps, ce qui était une réalité. Donc même s'il a été insulté par des tierces au sein de cette famille complètement décalée, la vérité est que, quoi qu'il en soit, cet homme n'était pas incriminé. Déjà, il m'avait sauvé la vie. Et en plus, en se séparant, il a toujours pris soin des siens. Il a toujours fait ce qu'il fallait. Donc moi, j'ai été élevée au sein de la famille de ma maman. Ça veut dire que du côté maternel, ils m'ont pris en charge. Mais est-ce que c'était une chance ou est-ce que là allait être mon enfer ?
Pour ceux qui ont lu L'infanticide raté, parce qu'il y en a qui l'ont lu et qui sont déjà revenus me donner leurs ressentis, ou même qui m'ont dit partager leurs ressentis ces prochains jours puisqu'ils sont en train de le lire ou qui viennent de le finir, il faut savoir que là a commencé mon enfer en fait. Le déni de grossesse et l'infanticide n'ont pas été mon enfer. Mon enfer, il a été vécu dans les maltraitances infantiles que j'ai vécues. Bonsoir, merci, bienvenue. Je vais bien, merci. Merci à vous, merci. Je me porte bien et la famille aussi. Des bisous. Merci. Merci infiniment. Donc tout ça pour vous dire maintenant encore, en saluant bien sûr tous ceux qui arrivent et en vous embrassant vraiment fort de tout mon être, tout ça pour vous dire que on peut penser que un enfant qui va être avec ses grands-parents va être sauvé du coup. C'est super, c'est les grands-parents qui l'ont récupéré, c'est un joyau pour eux. Et non, ça n'a pas été le cas. On pourrait le penser, mais ça n'a pas été le cas. Puisque à partir d'un certain âge, et je le répète, ce n'est pas encore une fois pour incriminer qui de quoi de caisse, c'est un fait. Et il est récurrent. Bonsoir Laïs, merci pour la rose. Au sein de notre société, il existe des enfants battus, des enfants maltraités, des enfants insultés, des enfants qui vivent des troubles psychologiques qu'on imprime dans leur tête, parce qu'on leur dit des choses pas très sympathiques chaque jour, parce qu'on les fait imprimer vraiment des formes pensées négatives qui seront destructrices s'ils n'ont pas la force et la volonté d'y arriver et de marcher la foi. Moi, j'ai eu la chance, et je peux le dire, oui, c'est une chance. J'ai eu la chance à 8 ans de vraiment connecter, vibrer la force et la puissance de Dieu. On me demande pourquoi j'ai réussi à traverser tout ça et pourquoi je peux le dire et dire mon ressenti. Et je vais tout simplement vous raconter que moi, à mes 8 ans, déjà, quoi qu'il en soit, je priais, j'appelais beaucoup le Seigneur, même si j'avais pas toutes les notions. À 8 ans, on n'a pas toutes les notions. Qui est Dieu? Comment ça se passe? Mais j'avais quand même une idée, j'avais quand même quelque chose qui vibrait en moi. Et en fait, c'est en allant dans les églises, parce que j'accompagnais ma grand-mère qui allait prier, qui allait des fois aux messes du dimanche. Mais moi, dans une église, je me suis retrouvée devant un Christ. Et je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps devant ce Christ. J'ai pleuré, en sentant dans mon ventre un mouvement, mais un mouvement tellement puissant que je lui ai lâché ce jour-là toutes mes peines, toutes mes prières et tout mon désarroi intérieur. Mais je ne savais pas encore ce qu'allait être la suite de mon chemin. Mais je priais déjà et je me vouais déjà à ça. Et en fait, ça m'a aidé à supporter et à tenir. Puisque qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là? Est-ce que je peux commencer? Alors, Gaëtan, qu'est-ce que vous me demandez? Est-ce que je peux commencer? Oui, je vous raconte justement, Gaëtan, le pourquoi du comment et comment les choses ont commencé. Mes croyances en font partie. C'est important de savoir que c'est la foi qui permet d'avoir une belle résilience telle que moi je l'ai vécue. Ma foi m'a permis de le vivre. Ma foi m'a permis d'être cette femme qui croit toujours au meilleur. Je ne vois pas le verre à moitié vide, je le vois toujours à moitié plein. Il y a toujours une meilleure solution. Il y a toujours quelque chose qui va bien se passer parce que même si on vit un encombre, quand on a la foi, on sait que demain sera meilleur. On peut avoir tous les troubles du monde, demain sera meilleur. Mais comme je le disais si bien encore hier à mes enfants, quand on n'a pas la foi, c'est compliqué. Et je parle pas forcément que de la foi en Dieu. Il y a des gens qui sont athées. Moi, je les respecte, j'ai rien contre ça. Mais je dis toujours qu'une personne qui est athée, elle peut avoir la foi, par exemple, en la nature. Elle peut avoir la foi en un objet. Mais c'est ça qui va la tenir et qui va lui donner de la force. Donc, c'est d'avoir la foi, d'avoir un cœur ouvert à une force monumentale de ce qui peut être. Moi, c'est Dieu. Dieu, on peut pas me dire, le Christ, on peut rien me dire. Honnêtement, on peut rien me dire sur ces êtres. Voilà. C'est vraiment, pour moi en tout cas, l'essentiel dans ma vie. Et donc, je vous le retémoigne. Vivre au sein d'une famille où vous savez que vous allez être avec votre grand-mère, mais que finalement, pendant les années passent, vous commencez à voir le décor se transformer en un enfer, c'est une réalité. Moi, j'ai toujours pensé et j'ai toujours appelé ma grand-mère maman, parce que déjà, je pensais que c'était ma maman. Donc, j'ai su quand même tard que ma mère, ma vraie maman, que je pensais être ma tante ou une cousine, peu importe, était ma mère. Et ça a été mon premier choc. Ce premier choc, je l'ai vécu à mes 8 ans. Parce que ma grand-mère m'a regardée en montrant ma mère,
et en me disant, mais elle, c'est ta maman, je suis pas ta maman, hein. Mais c'était violent, c'était brut. J'ai encore la sensation, je vous le dis, c'était brut comme phrase. C'était pas vraiment. On peut faire autrement pour annoncer à un enfant quelque chose comme ça, une vérité qui va le bousculer, qui va quand même brasser sa vie, hein. Et donc ça déjà, j'avais 8 ans, donc ça a été compliqué. Et comme je l'ai déjà dit dans le live précédent, j'ai accueilli ça, et puis de mes 8 ans à mes 12 ans, j'étais dans l'espérance. L'espérance que ma mère me récupère, l'espérance que ma mère vienne me chercher, que ma vie change en fait. Mais de mes 8 à 12 ans, c'est pas ce qui s'est passé. J'étais comme, entre guillemets, le Calimero. J'étais pas le Calimero, mais Cendrillon. Comme je le disais, Cendrillon et Cosette noire, hein, chez le monde noir, c'est de faire le ménage, c'est de ranger, de pas avoir son mot à dire. Et puis, si je ne fais pas les choses comme on me le demande, ou alors même si je rechigne, tout simplement. Mais oui, je me faisais taper. Je vais pas dire le contraire, même si ça leur plaît pas à ceux qui ont entendu ça et qui ne veulent pas que je partage mon histoire. Je n'ai pas nommé leur nom, je dis rien, je parle de moi. Et moi, j'ai vécu l'enfer. Parce que prendre des coups d'une femme, quand vous êtes tout petit, jusqu'à X années que vous vous enfuyez après, et que cette femme vous dit tous les jours, ou un jour sur deux, on va dire, voilà, elle te le disait pas tous les jours. Ok, elle le disait pas tous les jours, mais on va dire même une fois par semaine, c'est déjà trop. Qu'est-ce qu'elle disait ? Bah, que j'étais pas une enfant légitime, que je ne devrais pas être ici, que normalement je devrais être avec ma mère, si ma mère n'était pas une voilà. Et puis j'entendais ça tout le temps, c'était vraiment récurrent ces mots chez elle. Et puis devant le monde, elle faisait celle qui s'en occupait des enfants tranquillement, mais derrière il y avait les insultes. Derrière, il y avait les maltraitances, parce que quand on insulte un enfant, quand on tape un enfant, on n'est pas quelqu'un de correct, en fait. C'est pas... Voilà. Je veux dire, moi, demain, je serai grand-mère, mes enfants vont confier leur enfant à garder même une après-midi ou même des vacances. J'aurais pas idée de dire des mots sortant de tout entendement à ces enfants-là. Parce qu'il y a des limites. Et que ça forge en soi quelque chose qui peut être un traumatisme à vie. Alors oui, moi, je m'en suis sortie. C'est pour ça que les gens, quelque part, ils regardent et puis ils se disent des fois qu'ils peuvent douter de tout ce que je peux raconter ou de l'histoire. Mais elle est là, l'histoire. Elle est que je l'ai vécue, et elle est que moi, j'ai décidé que c'était Dieu qui gérait ma vie. Et que c'était Dieu le maître. Et qu'il n'allait pas être le maître des maltraitances infantiles, des coups, des mots, des violences, de t'es pas à ta place ici, ou peu importe. Tous ces mots-là que j'ai entendus, qui ont nourri mon enfance, je les ai toujours remplacés par les prières. Et ça ira mieux demain, ça ira mieux parce que moi j'aurai une meilleure vie, moi je vais faire ça dans ma vie, moi je partirai, je ferai comme ci et comme ça. C'est ce qui m'a aidé, donc voilà. Oui, j'ai été en lien avec ma famille maternelle, puisque j'ai été élevée dans cette famille. Jusqu'à mes 18 ans, puisqu'à mes 18 ans et demi, je me suis enfuie. Je me suis enfuie. Un jour vraiment de gros fracas, où ma sœur se faisait taper, je suis partie ventre à terre, et je me suis pas questionnée de quoi de qu'est-ce, je suis partie. Et je n'ai jamais regretté ce départ. Je n'ai jamais regretté ce départ. J'ai été traitée de tous les noms, il faut le savoir, et c'est une réalité. J'ai été traitée de tous les noms à cette époque-là. Mais je suis partie, la foi au ventre, l'amour dans le cœur, et la paix dans la tête. Et ce jour-là, c'était déjà un deuxième grand sauvetage. Mon premier sauvetage, c'est mon grand-père. Mon deuxième, c'est ma fuite. Oui, ça m'a permis d'être cette femme-là et d'être restée debout et d'être là. Oui, ma petite sœur est restée là-bas, à cette époque, à ce moment-là, Bibina, ma petite sœur est restée. Elle a été faire quelques jours chez des amis, on a déposé une plainte à l'hôpital d'Hôtel-Dieu, et puis elle est retournée chez les bourreaux quelques jours après. Et aujourd'hui, il faut le savoir, moi je suis la seule dans la famille à incriminer ces manquements qu'ils ont eus à mon égard, mais aussi à son égard, hein. Et je suis la seule à juger comme ça, puisqu'il faut savoir que ma maman a eu 4 enfants, donc ça c'est la question qui suit. On m'a demandé si j'avais vécu au sein de la famille maternelle. Oui, j'ai grandi au sein de la famille de ma maman. 2, j'ai des frères et sœurs. Une sœur qui a 4 ans et demi de moins que moi, un frère qui a 12 ans de moins, et un autre que je ne connais pas.
Ma maman a abandonné les 4 enfants. Elle m'a abandonné moi à la naissance avec mes grands-parents. Elle a abandonné ma petite sœur chez une nourrice quand elle était âgée de 4 ans. Et c'est mon grand-père qui a eu vent de ceci et qui a récupéré ma petite sœur, lui a fait passer plein d'examens, elle a vu des médecins, tout ça. Sa santé vraiment, il a vraiment repris toute sa santé comme il fallait. Et elle est venue vivre avec nous. Et du coup, j'ai grandi avec ma petite sœur. Mon petit frère, je ne l'ai connu que quand il avait 12 ans, parce qu'un laps de temps, ma mère est venue en région parisienne et voulait, je ne sais pas, peut-être se débarrasser de lui, je n'en sais rien. Mais ce peu de temps où je l'ai vu, alors qu'on ne se connaissait pas beaucoup, a suffi, puisqu'on s'est vu que 1 heure. Vous vous rendez compte, 1 heure. Vous n'avez pas vu votre maman toutes ces années, vous l'avez attendue jusqu'à vos 12, 13 ans, 14 ans, tous les soirs, et vous la voyez un jour comme ça. Vous avez déjà 2 enfants, et elle vient, elle vous dit, mais il faut quand même que je te vois, il faut quand même que je te vois. Elle m'a retrouvé par le lien de ma grand-mère, le lien de ma petite sœur, et on se voit 1 heure. Et cette seule heure où je la vois, elle veut absolument m'abandonner mon petit frère, et elle me dit, non, mais il peut être bien avec toi, alors... Puis moi, je lui dis un non catégorique et qu'elle doit l'élever parce qu'elle a déjà pas élevé les autres. Et je lui dis déjà, en plus, on se connaît pas, etc. Donc, j'ai pas été forcément très sympa. Mais je lui fais surtout la morale pour qu'elle s'occupe de lui et qu'elle l'abandonne pas. Elle l'a quand même fait. Je l'ai su que des années après. J'en ai eu mal au cœur quand je l'ai su. Hein. Je l'ai su il y a 2 ans, il y a 1 an. Elle l'a abandonné quand même et il a été en famille d'accueil. Il a été en famille d'accueil de ses 12 ans à ses 18 ans. Alors bien sûr que c'est triste. Bien sûr que je comprends que eux, que ce soit ma sœur, que ce soit lui, ils aient pas envie de la voir et que... Mais essayez les gars, moi je vous le dis si vous me regardez, parce que vous pouvez très bien me regarder en anonyme, pardonnez-lui, elle en a besoin. Elle a besoin de votre pardon, elle a besoin de votre amour. Pardonnez-lui même si vous ne la voyez pas. Tout ce qu'elle a fait, vous n'avez pas conscience de quel chemin elle a parcouru. Vous ne savez pas comment était son enfance. N'oubliez pas que moi je le sais parce que je l'ai vécu et je pense que de toute façon, même si ma sœur a pas envie de s'en souvenir, même si ma sœur ne veut pas reconnaître ces choses-là, on n'a pas eu de belles années, on a pris beaucoup de coups, on a été beaucoup insultés, on était tout en train de nous dire qu'on n'était pas à notre place et surtout, on insultait toujours notre maman, on nous apprenait à ne pas l'aimer. Mais moi j'ai appris à l'aimer. À travers ce qu'on m'apprenait, j'apprenais le contraire. Parce que j'aime bien ça, moi j'aime bien défier les choses. Donc je faisais le contraire. Et je suis fière d'avoir fait ça. Pourquoi je suis fière? Parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'en connaissant un peu plus de l'histoire de ma mère, je sais que tout ce qu'elle a vécu, et même l'abandon de ses enfants, c'est pas de sa faute. Cette femme, elle a vécu des choses terribles. Déjà, elle a grandi et elle a vécu avec une femme qui était pas tout à fait comme une maman devrait être. Quand on a une jeune fille de 14 ans qui fait un enfant, même si elle le vit par un déni, il faut savoir quand même qu'il se passait des choses autour de ma maman qui n'étaient pas tout à fait saines. Ma maman a vu des couples se former, quelle que soit la maison où ils étaient, j'en sais rien. Elle a vu du business de mariage arrangé, des choses vraiment... Elle était petite pourtant, et elle n'a peut-être pas compris tous ces trucs-là. Mais elle a vu des choses qui n'étaient pas très nettes. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le tard, il y a quelques temps là. J'ai appris encore plus de ce que je savais déjà et que je voyais, que je n'aimais pas beaucoup voir et qui me faisait horreur. Mais là, on est venu me le valider. Ma maman a vécu dans un monde, jusqu'à ses 14 ans, qui n'était pas sain. Ce n'était pas sain. Elle a vécu dans un monde où il y avait comme une sorte de... Les mariages arrangés ou de la prostitution, on peut appeler ça comme on veut. On peut appeler ça comme on veut. Je vous invite à tapoter sur votre écran pour liker ce live, pour aimer ce qu'on partage ensemble. Je vous invite à me parler, à me transmettre des questions, à acquiescer, à accueillir ce que je vous dis, si ça vous touche, si c'est quelque chose qui vient réveiller quelque chose en vous, si vous connaissez des êtres qui sont sensibilisés dans une famille qui les bat ou qui les insulte, peu importe. Soyez vibrants et vivants avec moi dans ce live. Je viens vivre avec vous ces moments-là et je veux vraiment qu'on soit ensemble. Je veux vraiment, merci beaucoup. Merci Miss Yepo pour le commentaire sur mon livre. Oui, j'invite tout le monde à le lire parce qu'il est une source de force. Il est un mini dictionnaire d'amour et de force pour la résilience. Donc je vous invite vraiment à accompagner ce live de façon vivante. Moi, je suis quelqu'un qui vient discuter, qui vient partager avec vous mon histoire pour que vous puissiez être sensibilisés et savoir que ça existe toujours. Bonsoir Coco.
Bonsoir, bonsoir Aïcha. Merci, mais merci d'être toujours là, d'être toujours avec moi. Merci, merci infiniment. Merci Lulu. Merci Isaac, merci Maël. Mon petit frère, il a vécu en famille d'accueil et je ne l'ai pas connu du tout puisque c'est la seule fois où je l'ai vu. C'est la fois, pour répondre à une question qu'on me pose, c'est la seule fois où je l'ai vu. C'était, il avait 12 ans et moi, j'avais 26 ou 27 ans. J'avais eu mon deuxième bébé et voilà. Et en fait, je l'ai vu un court instant, donc cette petite heure-là, et il m'a retrouvé lui il y a 2 ans. Il a fait des recherches et il a toujours voulu me retrouver, donc il m'a retrouvé il y a 2 ans. J'étais pas prête. Je vais pas vous mentir, j'étais pas prête, donc il y a 2 ans, je n'ai pas prêté attention à ce qu'il voulait dans la relation et dans ce contact qu'on devait avoir, donc j'ai un peu freiné les choses, j'étais un peu inquiète et un peu apeurée, et puis j'étais surtout dans l'inquiétude de me dire que s'il m'a retrouvé moi, c'est peut-être qu'il a retrouvé aussi les autres, et puis il les a peut-être vus, et puis il a peut-être vécu avec eux, puis il est peut-être un petit peu comme eux, donc il y aura de la méchanceté, il y aura quelque chose qui va en découler, et moi j'ai pas envie de vivre ça, donc non, je veux rester loin de tout le monde, et je veux rester loin dans mon coin. Parce que j'aime pas les histoires, parce que j'aime pas les cancans, parce que j'aime pas la violence, parce que j'aime pas le monde de la drogue, parce que j'aime pas le monde de la prostitution, parce que j'aime pas le monde méchant. Je suis restée loin de tous ces gens-là pour ça. Et j'ai pas honte de le dire, je le redis, si c'était à refaire demain, je referais les mêmes pas. Je regrette rien, parce que j'ai eu une vie saine, parce que ma vie, elle est propre pour m'occuper de ma mère, pour pouvoir lui apporter l'équilibre dont elle a besoin, sans heurts. D'ailleurs, quand je l'ai retrouvée, quand je l'ai emmenée chez moi, la première chose où elle était inquiète, c'était d'être sûre que personne n'allait venir là. C'était être sûr. Mon quatrième frère, le 4e enfant de ma maman, a été adopté, oui. Mais lui, il a été adopté à la naissance. Il est du même père que mon petit frère. Et en fait, il a été adopté dès qu'elle a accouché, je pense, peut-être peu de temps après. Elle l'a donné en adoption en Belgique. Donc je connais son prénom, je sais un petit peu son histoire, parce qu'elle a essayé de le retrouver quand elle n'avait pas encore donné mon autre frère en famille d'accueil. Et en fait, il a refusé de la voir et il a refusé de la connaître. Donc il voulait rien savoir. Donc c'est un droit qu'ils ont en fait. Moi, j'en veux pas à mon frère et à ma sœur de pas vouloir la voir ou de pas vouloir connaître son histoire. Mais je leur demande juste de lui pardonner parce que son âme à elle mérite d'être en paix parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'elle a vécu. Et je pense que jusqu'à la fin de leur vie, bonsoir Gina, ils n'en seront jamais conscients. Ma maman a vécu dans un milieu qui était pas correct, je le répète. Elle a vécu parmi des choses qu'à 14 ans on ne voit pas, des choses qui sont pas propres et pas saines pour élever une jeune fille. Vous voyez ? Donc mon frère et ma sœur, celui que je ne connais pas, je peux pas le nommer, je ne leur en veux pas, mais je dis juste qu'il faut qu'ils apprennent à lui pardonner. Parce que la vie de notre maman a été difficile. Et que jusqu'à ses 14 ans, elle a toujours entendu sa maman dire qu'elle ne voulait pas de fille. Je voulais pas de fille, moi j'aime pas les filles. Moi je l'ai entendu. Cette dame m'a toujours dit ça. Elle m'a toujours dit qu'elle aimait pas les filles. Ok, tu le disais déjà à ta fille avant, mais arrête de me le dire à moi. Ne me le dis pas. Tu as un chapelet tous les jours dans tes mains, tu vas tous les dimanches à la messe, et tu oses dire à un enfant, sans le regard des autres, parce que les autres ont toujours vouloir juger ce que moi je fais aujourd'hui. Je dis des vérités parce que c'était pas dans vos regards, c'est pas dans vos oreilles. Et ça m'est égal que vous ayez pas vu ça. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu qu'on me dise qu'on voulait pas avoir de filles sous son toit et que les filles c'est des problèmes. Pourtant j'ai fait de problème à personne. Je l'ai vécu. Donc est-ce que vous trouvez ça normal qu'un enfant entende ça tous les jours, tout le temps, et qu'en plus il entende aussi qu'il est un bâtard et que il n'est pas un enfant légitime et qu'il n'a pas sa place dans la famille. Et après, dans la famille, on vous regarde, et là, ce jour-là, tout le monde vous voit comme un joyau, et on la félicite. Mais non, je suis pas d'accord. Et je pourrais jamais être d'accord. Même si je lui ai pardonné, paix à son âme, parce qu'elle est déjà décédée, c'est des choses que je ne pourrais pas dire que je vais acquiescer demain. Non, non et non. Il y a des choses que l'on ne fait pas à des enfants. On ne tape pas des enfants au point de leur mutiler le dos, au point de leur donner même des coups de poing. On ne fait pas ça. On ne mutile pas des enfants avec une ceinture pour apaiser sa rage, être frustré par rapport à la vie, par rapport à la séparation de son mari, par rapport à ce que sa fille a fait, peu importe. On ne le fait pas subir à autrui. On ne le fait pas subir à des enfants. On gère. Ou alors on va voir un psychologue, ou on parle avec une cousine, une tante, j'en sais rien. Mais ce n'est pas ce que ma grand-mère faisait.
Ma grand-mère se défoulait sur moi et sur ma petite sœur. Parce que même si elle dit que oh, c'est pas grave, nous au moins, elle au moins elle nous a pas abandonnés. Mais non, elle m'a mutilé. Elle m'a mutilé le cerveau, elle m'a mutilé parce que je ne savais pas si je serais une bonne mère. Mais il faut arrêter de pardonner. C'est une bonne chose. Mais d'accepter, de dire ah non, c'était normal, non. Je pardonne à ma grand-mère maternelle ce qu'elle a fait. Et paix à son âme encore une fois, j'ai prié lorsqu'elle est décédée et j'ai dit que je pardonnais toutes ses actions. Mais je n'approuve pas ce qu'elle a fait. J'ai eu 4 enfants, moi. J'ai un fils de 26 ans, un de 24, un de 20 et une de 15. Mais au grand jamais je pourrais avoir des paroles comme ça devant mes enfants ou envers mes enfants. Jamais je pourrais dire à mes enfants qui ne sont pas des êtres légitimes, qui n'ont pas leur place dans cette maison, quoi que ce soit. Mais ce n'est pas possible. Merci Sonia. Bienvenue. Rejoignez le fan club pour pouvoir avoir des surprises. Il y aura des surprises dans ce fan club. C'est moi qui vous le dis. Il y aura des choses privées. Il va se passer plein de choses magiques. Des rencontres ou autres. Mais il va y avoir des choses dans ce fan club. Et pourquoi pas se rencontrer un jour en live? Vraiment comme ça, de visu, de chair, pour partager la foi, la force. Rejoignez le fan club pour rencontrer Clay en vrai. J'ai vraiment plaisir à me dire que ça pourrait être possible un jour. Bonsoir Thalie. Donc j'ai répondu déjà à des questions sur ce qui est de l'ordre maternel, la famille maternelle de ma maman. Je vous donnerai encore d'autres détails croustillants parce qu'il y en a. Il y en a. On n'est pas encore au bout du compte. Il y en a. J'ai répondu aux questions sur est-ce que j'avais des frères et des sœurs. Donc j'ai 2 frères et une sœur qui sont plus jeunes. Je suis l'aînée, moi j'ai 51 ans. Pour les recherches, puisqu'on m'a posé la question, comment j'ai fait pour la rechercher, j'ai toujours cherché ma maman. J'ai toujours eu le lien, même si je suis loin de tout le monde et que personne ne me voit, je vois personne de la famille de ma maman, vraiment, personne. Mais du côté de mon grand-père, j'ai gardé quelques cousins et cousines qui eux-mêmes ont connu mon histoire, reconnaissent mon histoire et ont trouvé que ma grand-mère n'était pas juste, que ma grand-mère, ils le disent eux-mêmes, c'était un monstre, mais toujours hors du regard des autres. Donc tout le monde croyait que c'était quelqu'un de super avec ses petits-enfants et qu'elle était géniale parce qu'elle avait récupéré les 2 petites de sa fille. Mais en vérité, quand la porte était fermée et que nous étions seuls, c'était l'enfer. Et c'est la vérité. Je me suis fait battre par ma grand-mère. Je me suis fait battre par ses fils. Un jour, l'un d'eux me battait. J'ai pris un vase qu'elle avait sur sa table et j'avais 15 ans à l'époque, je m'en souviens très bien. Et j'ai regardé ce garçon et je lui ai dit, si tu me tapes, si tu continues à me taper, je vais me tuer moi-même maintenant, là, je vais péter le vase sur ma tête et on va voir quel problème vous allez avoir avec la police. Il a arrêté de me taper, il m'a pris le vase des mains et j'ai continué, puisque à cette époque-là, comme j'étais la Conchita, j'étais en train de repasser le linge de tout le monde. Donc je repassais, j'ai continué mon repassage. Calmement, je n'ai pas fait de crise d'hystérie, hein. J'ai hurlé en prenant le vase. J'ai dit, si c'est ce que vous voulez, c'est ce que je vais faire. Et je m'en souviens comme si c'était hier de cette scène, et je me revois même à la place où j'étais. Et il a pris le vase, et moi j'ai repris le fer à repasser, et j'ai continué à repasser. Vous voyez ? Des phénomènes, des faits comme ça, moi je les oublierai jamais. Ils sont là. Ils sont dans mon cœur, ils sont dans ma psyché. Mais ils ont été nettoyés, guéris, ils ont été comme apaisés par mes prières, par le fait d'avoir eu mes enfants, et par le fait de croire tellement fort en Dieu le Père et ses saints, que je le dis tout le temps, je ne suis pas une femme qu'on peut ébranler. Je ne suis pas une femme qu'on peut faire tomber demain, puisque, comme je le dis si bien, mes guerres, je les mène avec Dieu. Et comme je sais que dans la famille de ma maman, c'est pour ça que j'arrive sur un sujet qui est important aussi, vous allez me dire, mais on avait dit les recherches, mais pourquoi je suis aussi dans cette force ? Non, à cette époque, Mimursi, tout ce que je raconte s'est passé à Paris. Avec le Bumidum, mon grand-père est parti en France et il a été agent hospitalier dans un hôpital pendant des années. Il était extraordinaire cet homme, il a mené une carrière de dingue. Sans jamais s'arrêter de travailler, sans jamais être malade, rien. Bien sûr qu'on sait que le Bumidum est une farce, ils ont fait partie de la farce, malheureusement. Donc je suis issue de ça, d'Antillais, de la Guadeloupe, qui sont venus à Paris travailler et qui en fait se sont fait avoir parce que c'était pas la ruée vers l'or.
Voilà. Et donc, je suis née à Paris dans le 12e. Voilà. Il n'y a pas de souci, me merci. Moi, j'aime bien répondre aux questions et j'aime bien, même si on doit revenir en arrière, en avant, c'est égal, on est ensemble, n'est-ce pas? Moi, pour moi, le principe, c'est on vibre ensemble, on est ensemble et on est là pour se poser des questions et je prends le temps, justement, d'être en phase avec vous, de construire quelque chose. On n'est pas en train de voir les choses juste comme ça dans le à peu près. On est en train de vivre quelque chose, là, au sein de cette société. Quelque chose d'important, quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant, quelque chose qui va faire que demain, si on entend parler de déni de grossesse ou d'un enfant qui est maltraité par une famille ou autre, peut-être que vous allez intervenir. Et si une femme vit, je suis en France, je vis en France, là je suis dans la neige, Guylaine. Je suis guadeloupéenne, d'origine du Nigeria, parce que 52% de mon sang d'esclave est du Nigeria. J'ai fait des recherches et des prises de sang ADN et je suis très très fière de ce sang. Je porte mon africanité et ma créolité avec beaucoup d'amour. Et j'aime le monde entier parce que nous sommes un au sein de cette humanité lorsque nous reconnaissons que nous sommes tous juste des êtres de Dieu en fait et qu'on n'a pas besoin de chercher les différences de pays, de quoi, de caisse ou même de religion. Voilà. Bonsoir aussi à ceux qui rejoignent encore le live. Cassie, merci Miss Yepo, merci pour tous les cœurs que vous m'envoyez. De rien Guylaine, c'est normal de répondre aux questions. Je trouve ça un peu plus correct. Au début des lives, j'étais un petit peu... Les 2-3 premiers étaient rapides, je m'emballais. Mais là, je commence à prendre le coup. Puis j'ai une belle équipe qui m'accompagne pour m'apprendre à prendre le temps et de pas vous bousculer non plus. Donc non, je n'ai pas connu mon père, comme il y a une question là qui revient. Je n'ai pas connu mon père, j'ai pas eu cette chance. Je n'ai pas connu mon père, mon géniteur. Je l'ai appelé mon géniteur pendant de nombreuses années parce que je lui en voulais et que je me disais que si cette femme, cette jeune fille a eu ce déni de grossesse et que lui en plus il n'a pas pris ses responsabilités, c'est un peu trash. Mais quand on connaît l'histoire maintenant, bah vous savez quoi? Bah c'est normal que ce garçon n'ait pas pris. Merci Mathilde de rejoindre le fan club. Moi je vous invite à le rejoindre ce fan club parce qu'un jour je vais organiser une rencontre avec mes fans, une rencontre en visu, et puis vous allez la louper cette rencontre et ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Et donc non, mon papa, il avait 17 ans à l'époque, il avait 3 ans de plus que ma maman. Il avait 17 ans, je crois, oui, c'est ce que j'avais vu. Il avait 17 ans, 17 ou 18 ans. Et en fait, ce garçon a fait 3 mois de prison. Parce que malheureusement... Bonsoir Mathilde. Parce que malheureusement, mes grands-parents ont porté plainte contre lui. Il est décédé, oui. J'ai appris son décès il y a peu de temps parce que j'ai fait des recherches sur Internet. Et puis aussi, une cousine me l'avait écrit en 2021. Elle m'envoie un message sans faire exprès en me disant « Écoute, je crois que ton père est décédé. » Et je lui dis « Écoute, je ne l'ai pas connu, donc j'en ai rien à faire. » Donc je l'ai envoyé balader. Et en fait, finalement, j'ai fait des recherches. Et j'ai voulu voir sa date de naissance, la date précise de son décès. Et puis surtout, j'ai voulu me pardonner à moi aussi ce comportement de ne pas vouloir savoir ou connaître quoi de caisse. Il a été enterré en France, oui. Il a été enterré en France. Et là, maintenant, je le crie et j'ai écrit beaucoup de choses sur la page de ses obsèques en me disant que peut-être un jour, sa femme ou ses enfants sauront qu'il a une fille aînée, parce qu'il en a eu 2, il a une fille et un garçon. Ils sauront peut-être un jour qu'il a une fille aînée et qu'ils peuvent venir à ma rencontre. Parce que je lui ressemble, quoi qu'il en soit, je ressemble beaucoup à ma maman, mais je lui ressemble à lui aussi. Et le pire dans mon histoire, c'est que je connais quand même la mère de mon père, qui m'a vue en cachette pendant des années, cette femme. Donc c'est une vie très très décousue ce que j'ai eu. Je suis élevée dans une famille où je suis battue, où c'est pas le top, où c'est moyen. En même temps, quand je vais en vacances en Guadeloupe, tous les 3 ans avec mon grand-père qui a des billets grâce à l'hôpital où il travaille, et ben je vois ma grand-mère en cachette, des oncles et des cousins. Mais en même temps, j'ai pas le droit d'y aller, mais j'y vais quand même en cachette. C'était très compliqué, j'ai vécu un enfer jusqu'à mes 18-19 ans. Je crois que pour moi, c'était pas stable, c'était pas correct, ça faisait pas du bien en fait. Moi, je voudrais bien aller sur sa tombe, mais je me dis que la correction fait que, merci de me le suggérer, ce serait une très très belle chose. D'abord, je veux que ma maman, elle continue à me parler de lui. Parce que quand elle me parle de lui, elle me parle de comment ils se sont aimés, et c'est elle qui est venue confirmer ce qu'on m'avait dit quand j'étais petite. On m'avait dit que mon papa avait fait de la prison, puis moi, j'avais pas cru. La personne qui m'avait dit ça, dans la famille, j'avais dit « Oh, mais n'importe quoi, de toute façon, j'en ai déjà tellement entendu que je peux plus en entendre maintenant. » Et finalement,
ben, ça revient parce que elle en a parlé, en fait. Dans sa démence, ma maman, elle a des moments où elle est avec lui. Ou alors, où elle raconte tout simplement ce qui se passe autour d'elle. Et elle a nommé qu'elle allait courir le retrouver. Elle a raconté cette grande histoire à mon fils de 20 ans. Quand lui, il a été très ému, il était bouleversé quand elle a raconté tout ça. Elle en a raconté beaucoup ce jour-là. Je m'étais absentée, puis il me la gardait. Et elle en a déballé, 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 déballé. Et elle a bien confirmé donc que mon papa, mon vrai père biologique, il s'aimait. C'est pour ça que je le dis, mes parents s'aimaient. Donc déjà, ça me fait grandir autrement, plutôt que de me considérer comme une bâtarde, qui avait pas été voulue par sa maman, puis en plus, qui avait pas été voulue par son père non plus. Et ben, je dis à ma grand-mère aujourd'hui, de haut de sa lumière là-haut, que c'était pas le cas et que je suis une enfant de 2 parents qui se sont aimés et j'en suis fière. Ils se sont aimés. Ça a guéri toutes mes parts. Vous vous rendez compte? Il a fallu que j'attende 50 ans pour guérir ça. Il m'a fallu 50 ans pour guérir que, en vérité, mes parents se sont aimés. En vérité, ma maman ne m'a pas lâché comme une vieille chaussette comme ça, une vieille chose. Et en vérité, mon papa n'était pas un moins que rien qui en avait rien à faire, quoi. Ils se sont aimés. C'est énorme. Quand elle a raconté ça à mon fils, je peux vous assurer que j'étais émue quand je suis rentrée. Je rentrais de course. Et puis il me dit, mamie a raconté plein de choses. Mamie, elle a parlé de ton papa. Mamie, elle a dit, mamie, elle a dit. Je me suis assise pour l'écouter. C'était fort, c'était puissant ce jour-là. Et puis une guérison a eu lieu dans mon cœur et dans mon corps. Elle est récente, celle-ci. Donc je suis obligée de vous la partager et je suis émue. Parce que savoir que je suis une enfant qui a eu des parents qui s'aimaient, ça change tout. Vous vous sentez plus du tout pareil. Vous vous sentez fort, vous vous sentez comme waouh. Mais tu te rends compte quand même. Mes parents se sont aimés et ma mère, elle a eu un amoureux, même s'ils ont eu cet enfant qu'ils n'ont pas pu élever ensemble. Je suis un être à part entière de 2 personnes qui se sont aimées. Waouh! Vous vous rendez compte? Bienvenue, je vis ma vie. Bienvenue au fan club. Bienvenue, Flagazelle. Oui, ils se sont aimés. Eh bien, ils se sont séparés parce que mon papa a fait 3 mois de prison à ma naissance. Ils ont porté plainte contre lui suite au déni de grossesse et tout ce qu'elle a fait vivre à sa famille. Hein. Et en fait, il a fait 3 mois de prison et il a eu l'interdiction de l'approcher. Il a eu l'interdiction même de la voir. Et en fait, oui, mais merci, j'irai sur la tombe de mon papa. Bien sûr que si je m'en sens le besoin, mais c'est une très, très belle suggestion et je la retiens et je la garde. Vous avez raison parce que je n'y ai jamais pensé. Donc c'est très bien et c'est pour ça que je dis qu'on est une famille. Vous avez le droit de me suggérer des choses, vous avez le droit de me poser des questions. Moi, je suis sans filtre, je serai jamais en colère. Je suis contre le jugement, juste le jugement, parce qu'on ne doit pas se juger, on ne doit pas juger les gens, on ne doit pas juger les histoires, on se connaît pas et on ne connaît pas ce qui se passe derrière la porte de quelqu'un pour aller le juger. Donc quand on juge les gens, je trouve que c'est très audacieux et Dieu ne nous permet pas de juger, il n'y a que lui, le maître, qui a le droit de nous juger, lui, le roi. Si quelqu'un juge une autre personne, c'est qu'elle veut prendre la place de Dieu. Et si tu es Dieu, alors vas-y, montre-moi comment la vie elle devrait être. Vous comprenez? Donc voilà. Je me dis que lui, il guérit mes blessures. Lui, il me permet d'être à ma place et de pouvoir grandir tout ça dans la lumière. Merci Yanina. Yana, merci. Merci, vous aussi. Vous êtes, tout le monde est rempli de lumière. C'est juste de nourrir cette lumière avec l'amour de nous à l'intérieur. Merci Flagazelle. Merci pour vos mots. Merci pour toute votre gentillesse et votre douceur tous. Donc je poursuis en vous disant donc que non, je n'ai pas connu mon papa. Il a fait de la prison et je ne l'ai jamais connu. J'ai connu mon père à un moment trash de ma vie, une fraction de seconde, à un voyage en Guadeloupe. C'était mon dernier voyage sur les voyages de tous les 3 ans en Guadeloupe pour les Antillais. Ben, c'était mon dernier été. J'étais à l'aube de mes 18 ans. Et en fait, à l'aube de mes 19 ans, je me souviens plus trop. Et en fait, ça a fait un choc chez moi, un choc psychologique, puisque après, j'ai été hospitalisée 15 jours quand je suis rentrée à Paris. Et en fait, il s'est posté devant moi un jour où j'étais dans une des rues en Guadeloupe qui avoisinait à la fois les maisons de ses parents et les maisons de la lignée de ma maman. Il s'est posté devant moi et il m'a dit, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, ben non, en fait, qui vous êtes? Et il m'a dit, je suis ton père. Et puis, il est parti. Waouh! Le choc monumental. Je suis restée figée. Ma grand-mère est sortie de là où elle était. Elle s'est mise à hurler. Rentre ici, viens ici, viens ici. J'ai été vers elle, j'ai été mais sonnée. C'était brut.
Et elle s'est mise à hurler. Mais tu sais pas qui c'est. Mais vous vous rendez pas compte ce que vous faites. Et j'étais la tête en vrac. Tout le reste de mon été, il a été chaotique. Une merde sans nom. Je peux le dire. Vraiment, j'ai pas honte de le dire. Et quand je suis rentrée à Paris, 15 jours après, j'ai été hospitalisée. J'ai fait un urticaire géant fébrile. J'avais le corps, je ressemblais à une tortue. J'avais des bulles partout. J'avais de l'urticaire, mais des plaques, elles faisaient entre 10 et 20 centimètres. J'en avais dans le dos, sur les cuisses, et c'était le choc émotionnel. J'ai été hospitalisée à l'hôpital de la Salpêtrière. Les professeurs, les internes venaient autour de mon lit et ils me nommaient comme un numéro. C'est pour vous dire à quel point j'avais déjà du caractère. À un moment donné, ça ne m'a plu de les voir faire ça. Je les ai regardés en pleurant parce que j'en pouvais plus de me gratter et que personne ne trouve ce que j'ai. Et je leur ai dit déjà, je suis pas un numéro, je m'appelle Untel. Et vous allez plus venir dans ma chambre comme ça, comme si j'étais un rat de laboratoire. J'avais que 18 ans et demi. Hein. Merci Eliane pour la rose. Merci. N'oubliez pas la famille de tapoter les cœurs au plus que vous pouvez pendant ce live pour m'accompagner, pour me soutenir, pour faire que je sois vraiment dans une force monumentale. Allez-y, s'il vous plaît, accompagnez ce live. Osez me poser des questions, osez vraiment aller de l'avant, continuer à être présent. Merci Mathilde pour la rose. Merci pour vos cadeaux, merci pour vos bénédictions, comme je vous le redis encore. Le fait que vous viviez ces lives avec moi, c'est juste extraordinaire. Le fait que vous ayez envie de connaître l'histoire, de connaître la suite de tout ce qui s'est passé pour moi, pour elle, c'est énorme. C'est énorme. Donc comme je vous ai donné déjà pas mal d'autres informations, je vais revenir sur le fait de mes recherches. On m'a demandé comment j'avais retrouvé ma maman. Mais comme j'ai toujours espéré la retrouver, puisque je ne l'ai pas connue, comme j'ai toujours espéré la retrouver, et que le laps de temps où je l'ai vue, 1 heure là, c'était pas grand-chose, c'était flou, c'était rien. Il y a quelque temps, j'ai dit à mes enfants, quand on est revenu du Canada à la France, je leur ai dit, moi, il faut que je retrouve ma maman. Et j'ai dit, je ne pourrais pas, moi, mourir sans l'avoir vue et lui pardonner. Je l'ai confié ça à mon fils de 20 ans, parce qu'il est quand même aussi un sacré confident. Et je lui ai dit, mais il faudrait que je retrouve mamie. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, je sais que ça pourrait peut-être vous... Mais il faut que je retrouve ma maman. Donc, j'ai fait des recherches. Oui, il a fait 3 mois de prison, mon papa, parce que ils ont porté plainte contre lui. Oui, il y en a, ça lui est arrivé vraiment. De toute façon, c'est une vérité. Hein. Ça a été avéré, on me l'a dit, on me l'a confirmé. Il a fait 3 mois de prison. Donc après, on n'a pas envie d'aller connaître son enfant et de le chercher. Hein. On est chaudé, hein, c'est bon. Hein. Moi, je peux le comprendre, ce monsieur. Hein. Et je lui pardonne. Hein. Paix à son âme, hein. Là où il est. Moi, je lui dis juste que je sais que je lui ressemble un peu et que je l'aime. Hein. C'est tout. Hein. Et comme je sais qu'ils ont été heureux tous les deux, je bénis ma naissance et je bénis qui je suis. Je suis leur essence à eux, je suis une essence d'amour. Vous voyez, ils sont aimés peut-être tellement fort que c'est pour ça que je suis comme ça. C'est pour ça que j'ai foi en Dieu, que j'ai foi en l'humanité, que je suis une grande romantique. Je crois énormément en l'amour. Pour moi, l'amour, il est source de toutes les guérisons. Donc, ça vient d'eux. Voilà, parce qu'ils se sont tellement aimés qu'ils me l'ont donné, ça. Vous voyez ? Lorsque je me suis confiée à mon fils pour lui dire que je voudrais retrouver ma maman, il a accompagné ce mouvement et on a fait les détectives privés. Donc c'était dur parce que je ne trouvais pas toujours tout et que je n'ai pas toujours trouvé ce qu'il fallait. Merci Gigi, merci infiniment. Ça me touche énormément, merci. Et en fait, Gigi, elle m'a émue, oh là là. Mimi, Gigi, vous aussi, vous êtes un ange, vous aussi. Donc quand j'ai entamé les recherches vraiment plus sérieusement approfondies parce que j'ai eu peur, j'ai eu très peur et je me suis dit, si elle vient à mourir, ou si moi, il vient à m'arriver quelque chose, s'il vient à m'arriver quelque chose, j'aurais pas eu la chance de lui dire que je lui pardonne et que je l'aime, parce que je l'aime. Je ne l'ai pas connue, mais je l'aime. J'avais qu'une seule photo de ma maman, une seule, je l'ai encore. J'en ai qu'une. Je me suis échappée de chez ma grand-mère avec celle-là, et je la garde encore et je l'ai encore. Et elle est sur mes chapelles, des fois je les pose sur les saints, sur la Sainte Vierge ou sur le Christ. Je demande qu'on la protège. Surtout avant de la retrouver, je n'arrêtais pas de faire ça. Et en fait, l'été dernier, vraiment, j'appelle un de ses cousins, je le tanne par Messenger. Je lui dis, écoute, tonton, il faut vraiment, tonton P,
que tu m'aides. Moi, je veux la retrouver. Là, il faut que j'ai des nouvelles. Il faut que je sache où elle est. Parce que là, toi, t'as pas de nouvelles depuis quand, en fait? Parce que je sais que quand même, vous êtes proches, donc tu as des nouvelles. Il me dit non, ça fait très longtemps que j'ai pas de nouvelles. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2019. On a été à un match tous les deux de boxe que j'organisais et tout. Et je ne l'ai pas revu après. Ben, je lui dis comment ça, tu l'as pas revu depuis 2019, on est en 2024. Et il me dit bah non, tu sais, comme je la cherche et que j'ai toujours été très proche d'elle et on se voyait tout le temps, j'ai quand même. Il a, lui, interpellé les gendarmes, les pharmacies, il a fait plein de recherches. Pas les gendarmes, il a fait les gendarmes et les supermarchés, il a collé des affiches partout. Et puis lui, la nouvelle qui lui est revenue, c'est que ma maman avait été assassinée. Non mais, est-ce que vous pouvez imaginer dans quelle peau j'étais au mois de juillet l'année dernière, quand il a dit « Non mais je crois qu'elle a été assassinée, tu vas pas la retrouver ». Mais c'est pas grave, on se retrouvera une autre fois et je vais le diffuser. Je vais poser la rediffusion. Et merci d'avoir été là. Donc là, au mois de juillet, j'entends qu'elle est peut-être morte, qu'elle a été assassinée. Et là, mon cœur, il s'effondre. Je tiens même pas debout. Hein. Je crois que mon enfant me voit, mon conjoint, mon mari me voit. Et je suis ébranlée, je suis dans tous mes états. Et là, je dis non. Je mets 24 heures à me remettre de cette nouvelle. Merci, So. Vous aurez des nouvelles, vous saurez. Rejoignez aussi le fan club, parce que je le répète, ceux qui vont intégrer le fan club un jour auront l'événement qui viendra à eux. Peut-être qu'on se rencontre en vrai, en chair et en os. Donc, osez. Et donc, moi, au mois de juillet l'année dernière, quand son cousin me dit qu'elle a été assassinée, je mets 24 heures à m'en remettre. Mais 24 heures, vraiment, je vous dis, quand je les ressens encore, là, ça va. Ça vient de se calmer, cet élan de tristesse, parce que je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est là, donc voilà. Mais j'ai eu la peur au ventre, j'ai eu les regrets les plus gros de ma vie. Ah oui, les regrets, ils étaient énormes. J'ai pleuré et j'ai dit, mais si elle est morte, je pourrais même pas lui dire que je l'excuse, que je lui pardonne, que c'est rien, que je l'aime. Et en fait, en 24 heures, je me relève et je dis certainement pas, ma maman, elle n'est pas morte. Non. Non, elle n'est pas morte. Moi, je vais continuer à investiguer. Ce n'est pas possible, ce qu'il me dit. Et là, je tanne mon petit frère parce que j'ai son numéro. On n'est pas en contact, mais peut-être qu'il a des nouvelles. On ne sait jamais. Et là, lui, il me dit non, j'ai pas de nouvelles. J'ai eu des nouvelles jusqu'en 2018. On s'est disputé. Moi, je lui parle plus. Non, j'ai pas de nouvelles. Wow. Je dis alors lui, il voulait déjà être à ma rencontre. C'est super, mais finalement, il est en guerre avec elle. Wow. Donc j'insiste et je lui dis, non mais tu dois sûrement avoir un message, tu dois avoir quelque chose qui peut te permettre de me faire la retrouver. Et lui, ça l'intéresse pas. Mais moi, ça m'intéresse. Je lui dis, je vais pas t'embêter avec ça. Mais par contre, donne-moi au moins un élément, quelque chose. Donc il retrouve pas son numéro parce que son téléphone est cassé, il a un nouveau téléphone. Je lui dis, bah, t'as peut-être un truc, quelque chose, j'en sais rien. 24 heures après, il me dit oui, j'avais un message de je sais pas quoi sur mon téléphone, je sais pas si c'est maman ou si c'est quelqu'un, mais je peux t'envoyer et retrouver le message. Je l'ai tanné pendant 24 heures non-stop sans relâche pour qu'il m'envoie ce message. Il l'a pas écouté, hein, mais il me l'a envoyé. Eh ben vous savez, Dieu est grand. Ce message, c'était le CHU de Fort-de-France. Et je me dis, mais lui, il aurait pu empêcher tout ça, tout ce grand désarroi, mais c'est pas grave, je lui en veux pas. C'était une infirmière ou une cadre de l'hôpital, du CHU, c'était une cadre ou une assistante sociale, je sais plus. Je l'ai encore le message. Et elle demandait à ce qu'on la rappelle parce que Madame Untel était hospitalisée et que elle n'était pas forcément bien et qu'il fallait prendre la suite, peu importe. Et moi, ce message, il date de 2019, mais je me dis, mais maintenant, elle est où et comment je vais faire? Au culot. J'appelle ce numéro, je laisse un message. Mais je laisse un message bien campé. Hein. Bonjour, c'est la fille de Madame Untel, nanana. Je vous appelle parce que vous avez laissé un message sur le portable de mon frère il y a tant d'années, nanana. J'aimerais avoir des nouvelles de Madame Untel et je voudrais savoir ce qu'il en est de sa santé et où elle est. Le culot. Mais je suis une femme qui a du culot, je vous avoue. Vous voyez Clay comme ça, que l'amour, mais j'ai du culot. J'ai toujours tout fait avec on y va, faut pas avoir peur. Parce que Dieu est là. Et que si c'est pas mal ce qu'on fait,
On ne risque rien. Si ça fait pas de mal à quelqu'un, si c'est pour aller aider ou si c'est pour aller résoudre un problème, il faut avoir du culot dans la vie. Il faut avoir de l'audace, il faut pas avoir peur. Cette dame me rappelle, peut-être 48 heures après, je vois un numéro d'un téléphone de Martinique. Mais j'ai été surexcitée. Hein. Et là, je prépare déjà des papiers et un stylo pour tout noter ce qu'elle va me dire, parce qu'on ne sait jamais. Alors, elle me donne plein d'informations. Elle ne peut pas me dire vraiment où est ma maman, mais elle m'explique tout le parcours de ma maman. Oh, j'ai pris des notes, je m'arrêtais plus. J'écrivais, sans arrêt. Et là, j'ai pu refaire le lien en me disant, elle m'a donné les bonnes infos, elle m'a donné les numéros des bons interlocuteurs. Moi, j'appelle. J'ai pas arrêté. Tout de suite, je me suis mis en marche. J'ai appelé. Hop, elle m'a donné le numéro d'une assistante sociale qui, dans un hôpital, a eu ma mère en charge. Elle m'a donné le numéro d'un infirmier. Elle m'a donné tout ce qu'il fallait. Et en 48 heures, je vous dis au mois de juillet l'année dernière, hein, donc ça m'a pris 4 jours tout ça en tout. 4-5 jours. En 4-5 jours, elle a été assassinée, elle est morte, s'est transformée à elle est vivante, même si elle n'est pas en bon état, mais elle est là. Et là, tout l'espoir de toute une vie est revenu. Tout, excusez-moi. Tout, l'espérance, l'amour, la grâce, vraiment, excusez-moi. La grâce. La grâce de pouvoir me dire que je vais aller à sa rencontre, que je vais la voir, mais je savais pas encore que j'aurais des blocus. J'ai eu des blocus, puisqu'elle a été placée sous tutelle, parce qu'il y a eu plein de choses qui sont pas mises en place correctement pour elle. Hein. Ils ont pas fait les recherches, est-ce qu'elle a des enfants, pas d'enfants. Donc il y a eu tout ça. Après, il y a eu le fait, tu l'as retrouvée, c'est bien, tu sais où elle est. Mais waouh, c'est un gros morceau là. Elle est sous tutelle, elle est dans un SAMU social. Tu vas pas pouvoir la récupérer comme ça. Donc moi, j'ai un ami, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est devenu un ami, qui est avocat. Je me renseigne, je lui demande vraiment des informations, comment ça peut se passer, est-ce qu'il peut me renseigner? Et il me dit, c'est un lourd combat, là, vous allez droit quand même dans un mur, ça va être dur. Elle est guadeloupéenne, ma maman, mais elle est partie, elle a vécu toute sa vie en Belgique, me merci, et puis elle est partie vivre, elle a fait toute sa vie en Belgique, et à un moment donné, en 2017-2018, elle a décidé de finir sa vie en Martinique. Elle a décidé de faire sa vie en Martinique, c'est un truc de dingue. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, la preuve c'est que tout a mal tourné quand même. Donc cet ami, en tout cas avocat, me dit que ça va être très dur et que ça va être compliqué. Je sais pas pourquoi elle a choisi la Martinique. Elle aimait pas la Guadeloupe et elle pouvait pas y aller. En fait, si, je sais, mais je peux pas vous le dire tout de suite. Sinon, ce serait vous dire ce qui va se passer au prochain live. Je sais pourquoi elle pouvait pas aller sur l'île de la Guadeloupe, mais je suis obligée de vous le dire que prochainement. La Guadeloupe et ma maman, ça fait 2, 10. Elle avait plein de mauvais mouvements, même dans son corps, en étant sur la terre de la Guadeloupe. Surtout quand elle s'approchait des maisons de ses oncles et de ses tantes. Donc, elle n'a jamais pu rester en Guadeloupe et être bien en Guadeloupe. Et ça, je vous expliquerai ce que c'est. Et donc là, cet avocat me dit, on va quand même faire le nécessaire, mais je vais vous donner quelques pistes. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ben moi, je suis heureuse qu'il me dise ça. Je lui dis, ben oui, on va faire tout ce qu'on peut. Allez, on essaye. Alors, il fait son plan, il me demande plein d'informations, donc je lui donne toutes les infos que j'ai récupérées. Et là, il me dit, je vais contacter une autre collègue. Elle est spécialiste dans les tutelles. Elle va me dire ce qu'il faut. Et j'avais aussi une amie avec qui j'ai beaucoup travaillé pour l'association que j'ai créée pour les violences faites aux femmes depuis 13 ans, qui, elle, est une superbe avocate, une pointure, mais de feu. Et elle, je lui dis, pareil, je la contacte, je lui dis que j'ai besoin. Donc, ils se mettent à 2 pour travailler sur ce dossier et pour m'apporter vraiment leur force. Et donc, ils travaillent à 2, ils font des courriers, ils commencent à rédiger une requête, ils réfléchissent à comment rédiger la requête, et ils se disent que la requête, ce serait bien de la formuler en faisant un rapprochement familial, parce que on peut pas tout de suite aller dans le vif avec le lever la tutelle, ça se trouve, on va se prendre un mur. On savait pas dans quelles conditions c'était, ni quoi de caisse. Donc, on a fait ça, et beaucoup de personnes m'ont dit que j'y arriverais pas. Hein. Je vous assure que beaucoup de personnes m'ont dit, Alice, tout ce que tu es en train de faire, tu n'arriveras pas à voir ta maman, tu n'arriveras pas à la récupérer, blablabla. Je m'appelle Alice, je suis Clé Aventure, je suis la fille de Patou, et mon sang, il est du feu de Dieu. Je leur ai dit, attendez, j'ai beaucoup prié.
J'ai dit que Dieu fasse que toutes les démarches vraiment s'accomplissent et que tout se passe bien, vraiment. Bonsoir, bonsoir Mamoun, bonsoir et bienvenue. Et en fait, ils ont rédigé leur requête. Mais pendant qu'ils rédigeaient leur requête, moi j'étais inquiète. J'étais vraiment de juillet passe, août, septembre, je vois le temps passer, je vois toujours pas la requête qui se rédige vraiment et ça y est, c'est prêt. Je dis, mais moi c'est quand même compliqué là, c'est juillet, août, septembre. Passe sans nouvelles, sans que je puisse vraiment bouger. Je vais voir ma maman avant mon anniversaire, une semaine avant mon anniversaire, au mois de novembre 2024, pour me dire qu'au moins il faut que je la voie. Parce qu'on a fait des appels, le tuteur je l'ai eu au téléphone, je l'ai vu. Il me dit, je ne peux pas vous laisser être en contact avec votre maman, il me met une barrière. Quoi? Je dis, mais je suis sa fille, je vous ai envoyé des papiers par mail, vous avez le livret de famille de ma maman, vous avez ma carte d'identité, vous avez mon acte de naissance. Je suis désolée, mais non. Il me dit, non, mais on ne peut pas la perturber, madame. Votre maman a une pathologie qui fait que quoi qu'il arrive, je ne peux pas me permettre de mettre quelqu'un comme ça devant elle, et puis vous allez risquer de la perturber. Donc, je réfléchis, je me dis, Alice, t'énerve pas, ce monsieur a raison. Tu ne vas pas aller la perturber. Donc, encore, allez, je reste calme, et je dis... J'étais dans le mood sans effet, pas aujourd'hui, Cyber, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, je regagne mon sang-froid. Et puis, je dis à ce monsieur, bon, bah d'accord, mais alors comment on peut s'organiser pour que j'ai des contacts avec elle pour pouvoir après venir la voir? Ben, il me dit, on peut organiser des appels visio. Donc, on organise des appels visio. Super. J'ai le droit d'être en téléphone avec elle une fois par semaine pendant un quart d'heure. C'est pas beaucoup, hein, mais c'était déjà ça. Le premier appel, elle me reconnaît pas, elle me prend pour une cousine. Elle dit, oh, c'est une cousine, oh là là, bonjour, elle est jolie, hein. Oh, vous êtes très jolie, madame. Après, elle me dit, madame. Elle me dit, vous, oh oui. Puis elle continue, mais je suis une étrangère. Mais j'ai le cœur en 1000 morceaux. Hein. En 1000 morceaux. La personne de ma famille qui m'a aidé à pouvoir, qui a cru qu'elle avait été assassinée, c'est un de ses cousins très proches, le seul avec qui elle était toujours. Et en fait, c'est lui qui m'a aidé. Et grâce à lui, bah, je me suis posé des questions, les bonnes questions, et j'ai pu la retrouver. Donc aujourd'hui, si je suis encore, et même je suis en lien avec lui, il est une très belle personne parce que ma maman l'a côtoyé longtemps, mais c'est un cousin proche à elle, un cousin germain, vraiment. C'est lui qui m'a permis ça et c'était une personne de confiance à elle. Donc là, le tuteur, pour revenir à l'appel, elle le prend pour son cousin, elle lui parle, elle rigole avec lui. Moi, j'ai le cœur déchiré, je vois qu'elle me reconnaît pas. Et je me dis, le prochain appel, j'espère que ça ira parce que là, ça a duré à peine 3-4 minutes. Mais quand même, c'était chaleureux. Elle me dit, vous êtes belle, vous êtes une très belle personne. Elle me dit, à bientôt, hein, on va se rappeler. Je raccroche, je suis heureuse et en même temps je suis triste. Je pleure, je suis comme ça, je regarde mes enfants, je leur dis, vous vous rendez compte, j'ai vu ma maman et je pleure ma vie. Et j'espère le prochain appel. Le prochain appel se passe un peu mieux. Je lui nomme mon nom, je lui demande si elle a eu des enfants, tout ça, puis je lui nomme mon prénom. Et là, elle me dit oui. Et là, ça part, ça y est. Il y a des petites choses qui viennent, elle discute un peu, donc petit à petit, il y a des éléments qui se mettent en place. Dans sa tête, peut-être, et dans son cœur. Et tous les appels que j'ai avec elle sont de plus en plus profonds, sont de plus en plus beaux, jusqu'à ce que moi, j'insiste pour avoir un peu plus d'appels, un peu plus de temps, et où le SAMU social, malheureusement, parce que c'est vrai que c'est pas non plus leur boulot, me disent, mais non, mais là, ça va plus être possible, en fait, parce que vous monopolisez une personne de l'équipe pour votre appel de 15 minutes avec votre maman, et nous, on peut plus se le permettre parce qu'on a d'autres résidents, et on doit s'en occuper. Donc, les appels s'arrêtent. Donc, moi, qui suis une fille qu'on ne démonte pas, j'appelle et je m'énerve. Oui, mon cousin, le cousin de ma maman s'était trompé puisqu'elle est en vie, elle n'avait pas été assassinée, il s'était trompé, hein, ça c'était en juillet 2024, mais merci. Du coup, là, je m'énerve en fait, je deviens un dragon, hein, parce que je sais être le dragon. Hein. Et je dis non mais ça va pas se passer comme ça en fait, donc j'appelle le tuteur, je m'énerve, je lui dis ça se passera pas comme ça. J'ai eu le droit d'être au téléphone avec ma maman, vous ne pouvez pas m'en interdire. Il me dit, bah si, j'ai tous les droits. Oh, j'étais dans un état.
Votre maman, elle est sous ma responsabilité. Oh, punaise. Eh bien, vous savez quoi? J'ai plus eu ma maman en visio et au téléphone jusqu'à ce que j'aille la chercher. Oui, écoutez bien. J'ai passé 3 mois et demi sans pouvoir lui parler, sans savoir si elle allait bien, sans savoir si elle avait quoi de caisse, rien. Donc un contact et puis plus de contact toutes les deux. Ça a été un enfer. Donc là, j'ai mis les bouchées doubles. J'ai interpellé plus fort mon avocat qui s'est dépêché, qui a fait la requête au top, qui l'a envoyée. On a envoyé notre requête en début janvier 2025. Et en début février, on a eu la réponse positive de « elle peut partir avec sa fille ». Et là, je dis « waouh, c'est une première victoire, je peux la ramener, j'ai le droit ». Mais j'ai pas les moyens d'aller la chercher, j'ai pas les sous pour les billets, j'ai rien. Et donc dans mes patients, puisque je suis thérapeute, j'accompagne les adultes, les ados et les enfants à gagner en confiance, à vivre plus leurs valeurs et principes. J'ai une superbe patiente qui est hôtesse de l'air, qui ose écouter mon appel quand elle voit tout ce que je mets sur les réseaux. Et elle me dit « Bonsoir la déesse, je vais bien, je suis émue ce soir parce que là on remue des souvenirs, hein, on en remue, hein, on remue des souvenirs qui sont trop frais. Là on parle pas d'il y a 10, 20 ans, on parle de hier, on parle d'il y a 6 mois, donc c'est frais. Donc excusez-moi, mais je sais pas pour vous sensibiliser ou vous donner de la peine, ne vous inquiétez pas, je suis heureuse, hein, je suis en joie, mais ça remue ces moments qui ont été comme durs, qui ont été lourds d'émotions et qui m'ont demandé une force monumentale pour tenir. Ça m'a demandé de la force. Donc j'ai une patiente qui est hôtesse et qui me dit « Écoute, moi je veux bien t'offrir des billets ». Je lui dis « Non mais ça va pas ». « Ah mais si, moi je veux bien faire ça pour toi parce que tu as fait beaucoup plus pour moi. Oh » mais je fonds en larmes, je dis « Oh là ». Elle me dit « Mais tu te rends pas compte de ce que tu fais aux gens, Alice. Donc il faut que tu acceptes aussi un peu que les autres te donnent. » Et elle a raison. Je n'accepte jamais ce que les autres vont me donner. Je suis celle qui donne tout le temps. Non, non, mes 2 parents sont noirs, Yana. Ah, je suis noire à 100%. Je suis noire de mes 2 parents noirs et j'ai des origines du Nigeria. J'ai fait des recherches et mon ADN, j'ai 52% de sang qui est du Nigeria. Mais je suis une vraie noire. Voilà. Oh là 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 là. Du coup, pour vous dire encore et revenir sur là où on en était par rapport au fait de pouvoir à recevoir cette nouvelle avec la tutelle et d'avoir été privée d'elle, là, cette patiente à moi, elle m'offre un premier ticket, pas très cher, en me disant « Allez, tu peux aller la voir 48 heures. » Ben, j'y vais, hein. J'y vais, je vous assure. J'avais pas les moyens, je pouvais pas aller chercher ma maman tout de suite, mais même s'il fallait que je fasse 8 heures de vol, et que je reste qu'une journée en Martinique, je l'ai fait. Mais ventre à terre, je suis partie, j'ai accepté, j'ai dit merci grandement et je remercie encore ce cœur d'amour. Je la remercie 1000 fois parce que j'ai pu aller rassurer ma maman pendant 24 heures. Comme je l'avais pas vue on s'était pas vu en visio pendant un bon moment puisqu'ils m'ont interdit les appels, j'ai pu venir vers elle et lui dire « Maman, dans pas longtemps, je vais venir te chercher, j'ai presque fini les papiers, tout est en ordre, tu as le droit de venir avec moi. » Et ces 24 heures où j'étais sur l'île et où j'ai pu la voir une matinée de 9 h à 12 h, je l'ai rassurée. Elle a souri. Je vous mettrai la vidéo de ce jour-là. Ce simple 24 heures où j'ai été en Martinique, où j'ai fait l'aller-retour. Paris, Fort-de-France, Paris. 24 heures. C'était dur, c'était chaud, le décalage horaire était dément. Mais un tien, ben oui, un t'es content, oui. J'ai tenu, j'étais contente, hein. Faut un vraiment moins sentiment, moins beau et rassuré. Je l'ai senti, je l'ai embrassé, je l'ai rassuré. Moi, t'es dit qu'on sait qu'elle qu'à rentrer avec Timouna et elle rentre avec son enfant. Elle va venir vivre avec moi. Et là, ces 24 heures, là, où j'ai pu aller la rassurer, me rassurent. Je la trouve bien. Ils me l'ont pouponné parce qu'ils savaient que je venais. Je les avais appelés pour leur dire que je viens juste tel jour. Est-ce que je peux avoir l'autorisation exceptionnelle de la voir parce que ça va être un samedi. Et je sais que le samedi, ben, il n'y a pas de visite au SAMU social. Et là, le tuteur me donne l'autorisation. Et du coup, je peux y aller. Et ce samedi-là,
De 9h à 12h, je suis en contact avec elle, je lui parle, je l'embrasse, je passe mon temps, je prends un taxi, pareil, hein, pas de moyens, mais c'est pas grave, c'est pour ma mère là, on n'en a rien à faire. Je paye le taxi 80 € pour aller de l'hôtel où je suis avec l'hôtesse, où je suis hébergée dans sa chambre, donc vous voyez, pas de dépenses farfelues, et où je repars vers ma maman, et une amie vient me chercher à au SAMU pour ne pas que je reprenne un taxi. Tout s'est orchestré, je n'ai que des anges autour de moi depuis tout ce temps. Ma vie, elle a été bordée que de ça, je vous l'assure. J'ai toujours rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné la main. J'ai toujours, devant Dieu le Père et ses saints, rencontré des anges que jusqu'aujourd'hui je prie pour eux et je suis toujours en train de dire à la grâce de Dieu, Seigneur, merci, tu as toujours placé sur mon chemin de beaux êtres, de bons sages pour me guider par rapport à qui je suis, par rapport à l'être que je suis sur cette terre humanité. J'ai toujours eu des êtres pour m'accompagner et surtout pour m'apprendre les bonnes choses, pour que je ne devienne pas quelqu'un de mauvais, mais quelqu'un qui fait du bien et qui est bon. J'ai toujours eu des anges et je dis merci à ça parce que c'est Dieu qui a posé sa main sur moi et que personne ne peut contrôler ce que Dieu commande. C'est lui le maître, c'est lui le roi. Je le répéterai jamais assez. Et donc mon avocat, en ayant fait tout ça, quand j'ai été annoncé à ma maman qu'elle allait pouvoir rentrer, je rentre de ces 24 heures vite fait et vraiment je suis secouée, mais je rentre heureuse. Ma maman, quelques mois passent, donc il faut que on est déjà en février, on nous a dit oui, mars arrive, avril arrive, il faut que j'aille chercher ma maman, Et j'ai la chance d'avoir autour de moi encore toujours la force. Et tout se manifeste encore, et tout tourne, pour que même si j'ai pas les moyens, même si je suis pas riche, eh ben oui, un être cher me dit « Non, moi j'ai trouvé les moyens d'aller chercher ta maman, j'ai des sous, on va les chercher, voilà, j'ai ça. » Et je dis « Mais comment t'as fait ?»« Ah non, mais je te dirai pas. » Bon après, bien sûr, il m'a dit « Mais j'ai pu aller chercher ma maman parce qu'on a emprunté des sous à quelqu'un en fait. On a emprunté des sous qu'on est encore en train de rembourser aujourd'hui. Mais j'ai été la chercher. Et je peux vous assurer que le billet premium et que d'avoir fait tout ça pour elle, mais jusqu'aujourd'hui, je regretterai jamais. » Elle est en France maintenant, elle est en sécurité et elle ne verra jamais ses bourreaux parce qu'elle aussi, elle a eu des bourreaux. Elle aussi, elle a eu des gens qui l'ont malmenée, qui l'ont maltraitée toute sa vie durant de toute façon, puisqu'elle était le rebut de la famille. Quand elle venait s'approcher d'eux, c'était pas super. On lui demandait, on l'invitait de repartir. Hein. Même quand moi je me dis que je la voyais pas, ou même que quand j'étais petite, elle restait que 2-3 jours, c'est normal. Parce que pendant 2-3 jours, déjà tout de suite, on l'invitait déjà à repartir. Donc je pense que comme ça a été tout le temps comme ça, ben voilà. Mais là, d'avoir été la chercher, c'était une fierté pour moi. Et on a organisé ce voyage, puisqu'on m'a posé la question, comment ça se fait que vous n'ayez pas d'aide, pourquoi les assistantes sociales, etc. Mais vous croyez que depuis que j'ai retrouvé ma maman, j'ai pas fait toutes des recherches et toutes des choses pour savoir si je pouvais avoir des aides même pour elle. Mais bien sûr que je l'ai fait. Donc je réponds à ceux qui se posent cette question. Je suis quand même une femme de 51 ans, qui a travaillé à l'hôpital, qui a quand même un peu de connaissances, qui a quand même un minimum de jugeote. Donc je me suis renseignée, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et en fait, il n'y a que Dieu dans mon équipe, parce que vous ne pouvez pas avoir d'aide des associations, vous ne pouvez pas avoir d'aide des assistantes sociales, vous ne pouvez pas demander quoi que ce soit, surtout pour un être qui est sous la tutelle de l'État, et quand vous dites que c'est pour un rapatriement et que vous racontez votre histoire, les gens n'en ont rien à faire, ils disent « ben on n'en a rien à faire nous ». Merci beaucoup pour les roses, Terminator. Waouh, oh, wouh. Je suis gâtée. Oh, et ça monte. Voilà là. Alors là, je vous le fais en entier. Ouais, Merci Julie de rejoindre le fan club. Donc là, encore pour vous dire, il n'y a pas de solution. En fait, quand vous êtes un proche aidant et que vous prenez votre proche sous votre toit, et que vous avez en plus ce proche qui est sous tutelle et que vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec, eh ben, je peux vous dire que c'est 2 fois plus compliqué. C'est-à-dire que là, moi, ma maman, elle porte des changes complets et elle ne peut pas faire autrement parce qu'elle est incontinente. C'est à ma charge. Même l'hôpital, ils ont pas ça. C'est moi qui en emmène. Ils ont pas de change. J'achète des changes à ma maman. Ce sont des paquets qui coûtent très cher. Je lui prends le meilleur du meilleur parce que je veux pas que ça abîme sa peau et parce que surtout, je veux qu'elle soit changée souvent
pour ne pas avoir d'escarres, pour ne pas avoir une peau qui s'érite, qu'elle ait des érythèmes ou autre. Donc même moi, quand je la douche, j'emmène des changes, je mets des changes correctes à ma maman. Et oui, son état s'est péjoré cet été, donc malheureusement pour moi, elle était à la maison et j'ai dû faire en sorte qu'elle ait un neurologue, qu'elle soit vue en tout et pour tout, et qu'en fait, on revoit vraiment la totalité de sa santé en plein pour être sûr de rien louper. Et aujourd'hui, elle est plus en sécurité parce qu'elle perd l'équilibre et que même si j'avais un fauteuil roulant, là, ma maman aurait pu avoir un accident parce que chez moi, il y a des escaliers, il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses pour elle. Et comme je ne veux pas avoir fait tout ça pour perdre ma maman à cause de moi-même, parce que mon orgueil voudrait que je la garde là, même si elle est en danger, j'attends d'avoir encore plus de moyens pour la prendre dans ma maison, mais dans une pièce que je vais complètement refaire pour elle, puisque j'ai 80 mètres carrés. Bonsoir, mais merci, bon retour, pour pouvoir organiser pour elle, même un 80 mètres carrés qui soit bien organisé et qu'elle ait une auxiliaire, même si ça doit sortir de ma poche, ça m'est égal, moi. Mais je ne veux pas avoir fait tout ça pour rien. Souvent, les gens me disent, mais Alice, tu te rends compte, elle est à l'hôpital? Oui, parce qu'elle est plus en sécurité avec des soignants que chez moi, dans la chambre où elle était, même dans mon salon. Si elle peut se lever, ouvrir ma porte, descendre les escaliers, eh ben oui, c'est super dangereux. Et si moi, demain, il lui arrive quelque chose, j'aurais plus que mes yeux pour pleurer parce que j'aurais attendu toutes ces années et j'aurais fait tout ça pour qu'il arrive quelque chose de grave à ma maman? Non. Non. Elle reviendra avec moi, ça c'est sûr, c'est mon combat. C'est mon combat de tous les jours. Parce que j'aurai les moyens. Elle a 65 ans. Elle va avoir 66 ans, ma maman, au mois de février, là. Moi, j'ai eu 51 ans, elle m'a eu à 14 ans, et elle va avoir 66 ans au mois de février, pour ceux qui me demandent son âge. Et ces retraites, c'est compliqué de les demander, Ania, parce que elle a travaillé toute sa vie en Hollande, en Belgique. Elle a toujours travaillé à l'étranger et elle a beaucoup vécu à l'étranger. Et en fait, là, les tuteurs n'avaient jamais fait leur job. Ils n'ont pas recherché les retraites et tout ça. Et c'est maintenant moi qui leur ai dit où est-ce qu'elle a vécu, dans quel pays je savais à peu près qu'elle était. Ça les a aidés à comprendre que, ah ben mince, donc du coup, nos recherches vont être plus compliquées, mais on va les faire. Parce que ça, par contre, les éléments, je les ai. Je savais où elle était, je savais où est-ce qu'elle vivait, mais je ne la voyais pas. Et c'était toujours parce que j'avais l'oreille qui traîne et qu'il y avait des suppositions. Mais maintenant que j'ai grandi, je me dis que toutes ces suppositions n'en étaient pas, puisque je vois bien que mon demi-frère, il est belge. Non, il est à moitié hollandais, pardon. Il est à moitié hollandais. Donc, voilà. Les 2 premiers enfants de ma maman, on est Guadeloupe. Elle nous a eu avec des Guadeloupéens. Et les 2 derniers, ils sont à moitié belges. Et donc, c'est très compliqué, toutes les démarches de retraite. Et c'est même moi qui ai secoué les tuteurs et l'assistante sociale là de l'hôpital en leur disant que déjà, ils faisaient pas leur boulot. Et donc, je les lâche pas, je suis sur leur talon tous les jours. Je suis vraiment sur leur talon. Et je veux pas qu'il manque un truc à ma maman. Donc, quand j'arrive, si je vois qu'il y a un manquement ou que sa chambre est sale ou qu'elle est pas bien, mais bien sûr que je fais le dragon. Je vais voir l'équipe. Je n'hésite pas. Je vais voir les infirmières. Là, dernièrement, j'ai vu le médecin. Il a voulu faire le grand, oui, non, écoutez, vous pouvez pas vous permettre de dire à l'équipe qu'il lave pas bien les pieds de votre maman ou que... Non, mais je lui ai dit, mais non, mais vous êtes qui vous? Non, mais stop, en fait. J'ai dit un minimum, un minimum. Laver une personne, c'est laver une personne. Donc, je suis très, très à cheval sur tout, pour l'hygiène, pour ma maman, pour tout. Pour tout, parce que quand elle était avec moi, je la douchais, ou alors un infirmier de confiance que je connais très bien et que j'adore, s'en occupait aussi, il la douchait. On s'alternait. Et je prenais soin de ma maman toute la journée et jusqu'au coucher, je lui refaisais une toilette pour qu'elle dorme fraîche. Avec un pyjama, avec son parfum, sentir bon. Je faisais ça matin et soir. Donc j'estime que quand je vais la voir à l'hôpital, il n'est pas question que je la retrouve dans des états pas possibles. Et que en plus c'est une femme délicate, donc je me bats beaucoup pour ça. Mais pour répondre aux questions donc des démarches, les démarches sont compliquées et l'aide, eh ben, vous n'en avez pas. Et c'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. C'est très compliqué. Donc c'est bien. Je suis contente qu'on me suggère des choses et qu'on me le dise, mais sachez que j'ai déjà fait beaucoup et que là, mon prochain pas, c'est de réengager de nouveau mon avocat pour qu'il puisse lever la tutelle. Mais d'abord, j'attends de la récupérer, j'attends de faire qu'elle soit vraiment confortable à la maison, et là, je demande une levée de la tutelle catégoriquement. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous le savez. Et mes recherches, je vous ai répondu sur tout ce fait. Et pour vous dire encore maintenant un peu plus de détails sur tout ce qui vous attend dans le prochain live, eh ben vous entendrez ce que des fois le monde ne veut pas entendre.
ce qui existe dans l'invisible, ce qui existe dans la méchanceté des gens, ce que ma maman a vécu pendant son enfance, ou même peut-être après qu'elle nous ait eu, mes frères et moi, et ma sœur, je vous raconterai vraiment des choses qui sont criantes de peur. Je ne vous dis pas de douleur, de peur. Parce que ma maman, l'été dernier, cet été-là, elle a eu peur. Elle a eu un gros moment de peur, parce qu'elle m'a même parlé de choses, et je peux vous dire que ça peut être effrayant, il faut être bien campé, et il faut avoir une foi inébranlable. Donc le prochain live, j'invite tous ceux qui ont le courage de pouvoir entendre ce qui peut se passer dans d'autres mondes, ce qu'on peut faire à des êtres pour leur gâcher la vie. Je vous invite à venir à ce live-là parce qu'il va être grave. Je vais vous parler de choses qui sont pas belles. Je vais vous parler de choses qui sont monumentalement de la méchanceté pure et dure que sa propre famille a eue à son égard. Et qu'elle a eu aussi à mon égard jusqu'aujourd'hui. Mais moi, comme je dis, je prie. Vous pouvez tout faire, vous allez avoir du mal et je vous le redis. Là, vous avez vu ça? C'est ça qui me tient. C'est toute ma foi. Alors allez-y, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent. Vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc le prochain live, je vous le dis à tous et je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous remercie d'avoir accueilli mes mots, de me porter avec votre amour et vos prières, de m'envoyer vos bénédictions. Je remercie Jennifer, je remercie Miss Yepo, je remercie Marie, je remercie vraiment tous les êtres qui m'ont apporté leur aide, qui m'apportent leur prière, qui nous encouragent, ma maman et moi. Merci Coco, qui nous permettent, merci merci infiniment, merci à vous pour tout ce que vous faites. Moi, je suis déterminée, mais déterminée grâce au monde, grâce à l'amour qu'on partage. Donc, merci aussi à vous d'être présents et d'accompagner ce moment. Merci de ces partages qu'on a, parce que depuis les premiers lives, vous êtes là et vous lâchez rien. Et je trouve que c'est énorme. Vous avez la foi, vous écoutez, vous êtes ébranlés par l'histoire, mais vous restez debout. Mais bien sûr, on est ensemble, on est une famille. Alors moi, je vous le dis, on a rendez-vous dimanche. Ne loupez pas le rendez-vous de dimanche. Le rendez-vous de dimanche, il est criant. Kenyon Lobitin, Kepalédon Lobitin, je vais parler de plein de choses qui peuvent faire peur, mais qui existent, je vous le dis, parce que même moi, je les ai vécues. Donc je ne vais pas vous parler de choses que je n'ai pas vues ou que j'ai inventées. Je vais vous parler de choses que ma mère a vécues et des choses que j'ai vécues aussi. Et je vous assure que là, asseyez-vous et prenez votre courage, ceux qui vont venir s'asseoir pour écouter le live de dimanche. Asseyez-vous correctement, mangez, prenez votre bouteille d'eau à côté de vous et ne bougez pas du live de dimanche. À 20 h, rendez-vous à 20 h dimanche. À 20 h, on part. On part pour parler de ce qui a été gravissime et de ce qui existe encore et de ce que je la protège aussi de quoi de caisse. On va parler de ces choses-là. Je vous le dis, dimanche va être criant. C'est le mardi, le jeudi et les dimanches avec Clay à 20 h. C'est récurrent, c'est tout le temps, les mêmes dates, les mêmes heures. Le dimanche, le mardi, le jeudi, on se retrouve ensemble. Bonsoir Judith. On se retrouve ensemble. Je vais partager le live dans les prochains jours sur ma page YouTube. Donc vous pouvez aller les voir parce que là, je les partage petit à petit sur la page TikTok. Et en plus, ils les coupent en deux. Mais comme ils sont longs, je vais vous les mettre sur YouTube. C'est mieux. Allez sur YouTube, Clé d'Essence. Vous pourrez revoir tous les lives d'un coup. Et pour ceux qui n'ont pas vu les premiers, vous pouvez rattraper pour retrouver le fil. D'accord? Je compte sur vous aussi pour avant dimanche. M'envoyer vos questions. S'il y a des questions auxquelles vous avez peut-être pas eu les réponses ou autres, osez me les poser. Je suis sans filtre. Je me sentirai pas insultée. Je sais que c'est pas de la curiosité malsaine. On est là pour avancer. Envoyez-moi vos questions. Elles peuvent peut-être nourrir quelque chose qui va aider quelqu'un demain. Donc n'hésitez pas. Je suis là aussi pour ça et ça me fait plaisir. J'ai aucun problème avec ça. Donc envoyez-moi vos questions. Rendez-vous dimanche. Je compte sur vous. J'espère que vous allez continuer à suivre cette aventure qui est extraordinaire parce que c'est vous qui la faites être extraordinaire. C'est vous qui faites la différence. C'est vous qui êtes là avec moi depuis le début et c'est vous qui me donnez encore plus de force pour me dire que tout ce que j'ai vécu et tout ce que je fais encore aujourd'hui, même pour ma maman, c'est parce qu'aujourd'hui encore, je suis même plus toute seule pour le vivre. Vous êtes là et vous faites la différence avec moi. Donc elle a une cagnotte Ulule qui est en marche. Vous pouvez cliquer sur le lien sur ma page TikTok. C'est une cagnotte que j'ai mis en place pour pouvoir avoir plus de fonds, pour l'aider encore et pour entamer la procédure de levée de la tutelle. J'aide ma maman comme je peux
mais malheureusement, je ne suis pas millionnaire. Si j'étais millionnaire, je ferais juste ces vidéos pour vous apporter de mon essence et faire que le monde change. Et je ne vous dirais pas, mais allez participer sur la cagnotte, vous faites ci, vous faites ça. Mais là, je vous le demande. Si on se joint la main, même si vous mettez 1 euro chacun, ce n'est pas un souci. Par principe, vous pouvez même juste faire ce geste. Oui, 20 heures pour la France. 20 heures pour la France hexagonale. À 20 heures, le live pour la France. Oui, c'est vrai que je devrais le préciser à chaque fois. Le live, on a rendez-vous dimanche à 20 heures. Et c'est le mardi, le jeudi et le dimanche pour l'heure Paris. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. Je vous invite aussi à acheter l'infanticide raté. Les fonds de l'infanticide raté, soit vont pour ma maman, soit vont pour les femmes qui ont subi des violences conjugales de par le biais de mon association Femmes pour la vie. Mon association n'a jamais demandé de subvention, elle n'a jamais été subventionnée parce que j'ai toujours tout fait pour que ce soit par des dons de mes amis, soit par mes propres fonds à moi que mon association existe. On m'avait dit que mon association ne tiendrait pas 6 mois. Et ben mon association, elle a 12 ans et j'en suis très fière. Voilà, nous avons fêté les 12 ans de Femmes pour la vie, une association créée par Clé Aventure pour éliminer les violences faites aux femmes. Elle a été créée le 28 août 2013 et elle est encore vivante, vibrante, debout et elle continue à aider. Et elle continue à supporter des femmes et elle continue à prendre des femmes en charge et elle continue à renseigner. Donc oui. Achetez le livre, parce que le livre est aussi un don. L'infanticide raté, le journal d'une mère. J'ai écrit 3 romans et 6 recueils de poésie. Je vous invite à les lire. Ils sont tous le fruit de mon histoire. Ils sont des exutoires. Ils donnent la force. Ils sont utilisés par des psychologues, par des éducateurs. Et honnêtement, on m'a demandé même à un moment donné de venir donner un cursus de philosophie de 3 mois à la Sorbonne quand j'avais sorti le premier, le roman. L'infanticide raté, je ne l'ai pas fait, mais à savoir qu'aujourd'hui, comme je me déplace à l'international, je peux donner des conférences sur cette grande philosophie de vie que j'ai eue partout. Je suis prête à aller en Afrique parce que c'est ma terre, je peux aller aux Antilles parce que j'y suis déjà allée pour des interviews radio et télé et même des journaux, mais je peux retraverser les mers, je n'ai pas peur de voyager, au contraire, il faut que tout le monde soit conscient de ce qui peut se passer au sein de familles et que ça ne se reproduise pas et qu'on puisse protéger des jeunes filles et des jeunes femmes. Donc mon témoignage, il va en ce sens. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à acheter le livre et à le prêter à votre voisine, n'hésitez pas à regarder sur internet Clé Aventure, vous aurez tout mon parcours, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube, même la télé que j'avais fait avec une chaîne panafricaine, n'hésitez pas. D'accord ? Et oui, on peut trouver mes livres même si on est en Guadeloupe, Malou. Mes livres sont sur toutes les plateformes, la Fnac, Amazon, De Citre, Cultura. Il n'y a aucun souci, il sera livré en Guadeloupe sans problème. Et même sur Amazon, je pense que ce serait le plus rapide. Sinon, vous avez aussi dans ma boutique un lien pour acheter le livre. Et moi, je vous le poste avec une dédicace personnalisée. Donc n'hésitez pas, si ça vous dit, de faire aussi comme ça. Voilà, voilà. Donc je vous embrasse tous. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si vous allez le trouver chez Mola à Bordeaux, mais vous pouvez le trouver chez Cultura, quoi qu'il en soit. Des Cultura, il y en a quand même partout. Et après, sinon, vous pouvez les trouver sur toutes les plateformes sur Internet. Donc n'hésitez pas à vous les procurer et à revenir vers moi. Il y en a qui m'envoient des messages parce qu'ils l'ont lu ou parce qu'ils sont en train de le lire. Et ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous et d'échanger. Donc on se retrouve dimanche, la famille. J'espère que vous serez fidèles à ce rendez-vous. C'est important qu'on puisse se retrouver de nouveau et qu'on puisse continuer cette histoire, à la partager et à la propager. Donc faites du bruit autour de vous, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à même inviter des gens à venir sur ma page. Je suis prête, je suis là et bientôt on se rencontrera en vrai, en chair et en os. Parce que j'irai dans l'une de vos villes ou parce que j'organiserai par le fan club une rencontre avec mes fans. D'accord ? Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite parce que ça va vite être là dimanche. Hein. On n'a que 2 jours. D'accord ? D'ici dimanche, priez les amis. Soyez forts d'amour. Ne jugez point votre prochain. Soyez dans la paix. Soyez dans la grâce et ouvrez vos cœurs à la volonté d'être tout simplement. Ayez la force de traverser si vous êtes dans des moments difficiles, si vous êtes dans des moments où la fin d'année s'avère être quelque chose de très bougeant. Gardez la foi et revenez au centre de votre cœur
Pensez à ce dont vous avez besoin, vous, pour être en paix. Si c'est d'être 24 heures seul, si c'est de partir quelque part, faites ce qui est bon pour vous, mais donnez-vous la peine d'être dans cette grâce et dans votre cœur. Pensez à ce dont vous avez besoin, répondez à vos valeurs, ne ressemblez pas à toutes et personne, soyez juste vous. Des milliers de bisous. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec votre cœur, pardonnez tout ce que vous pouvez à ceux à qui vous ont fait du mal et soyez toujours dans cette foi inébranlable. C'est Dieu qui vous garde, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui est le maître. À très bientôt, on se retrouve dimanche. À très bientôt.